Bonjour à tous, cette capsule portera sur les courants et sur la boucle thermohaline. Donc, si c'est des informations davantage sur la cryosphère qui t'intéresse, il y a une capsule exclusivement sur ce sujet. Donc, d'abord, il faut comprendre que pour générer la boucle thermohaline, ça nous prend différents types de courants qui vont être influencés par deux facteurs. Le premier, c'est la température. Donc, la température de l'eau est évidemment influencée par un changement de saison. L'hiver, l'eau est froide. L'été, l'eau est plus chaude. Également une question de profondeur. Donc, vous savez tous que le soleil est capable d'envoyer de l'énergie thermique sur les premiers mètres d'eau. Et donc, l'eau est capable de capter cette énergie-là et les molécules d'eau se mettront à vibrer. Il y aura donc transfert d'énergie thermique, ce qui fera que l'eau se réchauffera, alors que les rayons lumineux, donc l'énergie thermique, ne pourront pas atteindre l'eau en profondeur. Donc, l'eau sera froide. Finalement, il y a une question de latitude. Fais attention, ce n'est pas la même chose que l'altitude. Quand on est en altitude, c'est une histoire de montagne, alors que quand c'est une question de latitude, c'est géographiquement, on se retrouve où par rapport à la surface du globe. Donc, tu sais, tu as appris en secondaire 1 que le Soleil n'arrive pas avec la même inclinaison par rapport à la surface de la Terre. Donc, près de l'équateur, il fait toujours plus chaud que près des pôles. Voilà donc les trois facteurs qui pourraient avoir un impact sur la température de l'eau. Considérant qu'il y a beaucoup de chances que de l'eau froide rencontre de l'eau chaude dans l'océan, il est donc utile de se poser la question qu'est-ce qui va se passer lorsque ces deux masses d'eau seront en contact l'une avec l'autre. Donc, en suivant la petite démonstration virtuelle, tu pourrais constater que la masse volumique de l'eau chaude est plus petite que la masse volumique de l'eau froide. Pourquoi on peut s'expliquer ça? C'est évidemment important de prendre un même volume si on veut faire une comparaison de masse volumique, d'où ici la présence de deux carrés identiques. Dans celui de gauche, le carré qui est froid, on constate que les atomes sont en beaucoup plus grande quantité. Donc, il y aurait une masse qui est plus grande puisque les atomes sont moins en collision les uns avec les autres, considérant qu'il fait froid. Alors que tu as vu en secondaire 1 que la masse pourrait diminuer si on est du côté des molécules et des atomes chauds, parce que, évidemment, elles s'entrechoquent plus. Donc, plus ça vibre, plus ça va générer des collisions. Et donc, pour un même volume, ils vont prendre davantage d'espace, ce qui va diminuer la masse. Par conséquent, donc, nous aurions moins de masse pour le même volume côté eau chaude par rapport à l'eau froide, ce qui va faire que l'eau froide va glisser sous l'eau chaude et va faire vraiment une séparation distincte. Le deuxième facteur qui pourrait avoir un impact sur l'eau, c'est bel et bien la salinité de l'eau. Donc, de l'eau douce versus de l'eau salée, ça n'aura pas la même densité. Et grâce à cette diapositive, tu peux comprendre que c'est de l'eau à la base qui est douce, l'eau de pluie qui tombe du ciel, qui va acquérir des ions, donc des ions positifs et des ions négatifs, en ruisselant sur les montagnes. Donc, l'eau en coulant sur le long des montagnes va arracher des petits micro-morceaux de roche et donc va aller capter les différents ions à sa surface et ça va générer de l'eau salée qui va s'accumuler en grande quantité dans les océans. Il y a deux endroits où on peut avoir des variations plus marquées au niveau de la salinité. D'abord, au niveau des pôles, vous savez que les glaciers sont composés d'eau douce. Donc, lorsqu'ils vont fondre, ça va générer une dilution parce qu'on rajoute du solvant, on rajoute de l'eau. Et donc, la salinité est plus petite aux extrémités, aux pôles. À l'inverse, lorsqu'on est dans des régions davantage équatoriales, ou plus précisément près des mers rouges et mers mortes, on a davantage des phénomènes d'évaporation, où on sait que ça veut dire qu'il y aura une diminution du solvant. Et en diminuant le solvant,
on augmente la concentration et ainsi on augmente la salinité de l'eau. Donc, c'est très important de comprendre ces deux facteurs qui peuvent avoir une influence sur la salinité. Même chose par rapport à la variation de température, il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer lorsque de l'eau douce va rencontrer de l'eau salée, entre autres dans le golfe du Saint-Laurent. Et cette fois-ci, dans la petite démonstration, on constate qu'à volume égal dans un bécher, d'un côté, nous aurons à la fois des molécules d'eau et des molécules de NaCl, alors que dans l'eau douce, nous n'avons que de l'eau. Donc, on pourrait même préciser en disant que c'est de l'eau distillée d'un côté par rapport à de l'eau douce de l'autre. Ça a quoi comme impact? Bien, sachant que le Na et le Cl sont tous les deux des atomes qui ont quand même un grand nombre de protons, ça rajoute à la masse. Et encore une fois, lorsqu'on veut calculer la masse volumique d'un objet, s'il y a une plus grande masse pour un même volume, eh bien, on constate qu'il y aura une plus grande densité ou, si tu préfères, une plus grande masse volumique. Et donc, l'eau salée va être plus dense que l'eau douce. Sachant que l'eau est constamment en mouvement dans l'océan, il est intéressant également de comprendre qu'il existe deux types de courants, des courants de surface en surface et des courants de profondeur en profondeur. C'est assez évident. Qu'est-ce qui va être capable de créer des vents de surface? C'est évidemment le fait que comme l'eau est en contact direct avec l'air, s'il y a la présence d'un vent dominant, comme le Gulf Stream, bien, à ce moment-là, le vent va créer des vagues et tu sais que plus les vagues vont être nombreuses, plus on va être capable de générer un courant de surface qui va permettre à l'eau de se déplacer en surface. Donc, c'est ce qui se passe ici avec le fameux Gulf Stream. Donc, tu constates que l'eau chaude des Caraïbes est envoyée directement en Europe, ce qui fait que les Européens ont un climat un peu plus tempéré, donc les hivers sont moins intenses que les nôtres, alors que nous, on a l'immense chance d'avoir le courant du Labrador qui vient refroidir nos eaux et donc qui vient créer des climats un peu plus arides. Également, ce qui vient aussi influencer les courants de surface, c'est la rotation de la Terre. Considérant que les montagnes et la croûte terrestre tournent en même temps que la Terre, l'eau, elle, qui est sous forme liquide, va elle aussi tourner, mais pas nécessairement à la même vitesse. Un peu comme lorsqu'on tourne un pot de cornichons, les cornichons ne tourneront pas à la même vitesse que le pot. Donc, la rotation de la Terre génère un mouvement au niveau de l'eau et ça peut avoir une influence sur les courants de surface. Côté courant de profondeur, ce sera ni le vent ni la rotation de la Terre qui aura une influence, mais davantage les variations de densité. Donc, on vient de les voir, l'eau chaude restera à la surface par rapport à l'eau froide et l'eau salée, ici représentée par plusieurs petits points rouges dans un triangle, donc l'eau salée aura une plus grande densité que l'eau froide. Donc, tout ça générera des mouvements un peu comme des mouvements de convection, donc des courants qu'on appelle des courants de profondeur. Les courants de surface et les courants de profondeur s'unissent ensemble pour former une gigantesque boucle qu'on appelle la boucle thermohaline. Thermo pour la température, d'où le thermomètre, et haline qui veut dire du sel. Donc, c'est une grande boucle qui est influencée par les variations de température et les variations de salinité. La boucle est fermée. Elle permet à une goutte d'eau de faire le tour du globe terrestre en 1000 ans, quand même. C'est quand même pas dire. Et l'objectif de cette boucle-là, il ne faut pas quand même le minimiser, c'est d'essayer d'uniformiser le climat. Mais là, vous allez me dire, ben, madame, il fait toujours très, très froid au pôle et très chaud à l'équateur. En quoi ça vient uniformiser? Ben, à vrai dire, ça vient un peu minimiser les écarts majeurs de température. De sorte que vous constatez ici qu'il y a de l'eau froide qui arrive dans l'océan Indien. Cette eau-là va naturellement se réchauffer parce qu'on est rendu à l'équateur, mais quand même, ça apporte une certaine fraîcheur à ces pays qui en ont clairement besoin. À l'inverse, au niveau des pôles, on constate l'arrivée d'une eau qui est très, très chaude. Et donc, cette eau chaude vient apporter un peu de chaleur aux pôles, ce qui fait que les hivers sont moins arides
dans ces extrémités-là. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la boucle thermohaline est si importante, parce qu'elle vient diminuer un peu les écarts de température entre les deux extrêmes. Deux zones sont importantes à considérer. Vous avez d'abord la zone numéro 1. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là particulièrement? Eh bien, c'est l'eau chaude qui va arriver au pôle, donc dans une zone qui est beaucoup plus froide, et en se refroidissant, elle va changer de masse volumique. En devenant plus dense, elle va glisser à profondeur. À cela s'ajoute le phénomène de la création de la banquise. Donc, la banquise, c'est de l'eau douce. Et sous cette eau douce-là, comme on est dans un océan, c'est bel et bien de l'eau salée. Le problème, c'est lors de sa formation, il y avait quand même du sel mélangé avec de l'eau. Mais quand on a créé la banquise, c'est que l'eau qui s'est gelée pour former la banquise. Il y a donc non seulement l'eau salée sous la banquise, mais également le sel qui était présent dans l'eau qui vient d'être gelée. Donc, on a une encore plus grande densité dans la partie liquide, alors que la partie vraiment banquise est vraiment de l'eau douce. Et ça, cette partie-là d'eau qui est très, très salée, beaucoup plus que la normale, cette partie-là va permettre à la boucle thermohaline de s'enfoncer et de repartir dans l'autre direction. De l'autre côté, c'est le phénomène inverse. Donc, la boucle thermohaline remonte à la surface parce qu'on est rendu dans une région équatoriale. Donc, les molécules d'eau se mettent à vibrer et ainsi diminuent la masse volumique de l'eau. Dernière petite intervention de ma part aujourd'hui. Si je te pose la question, la fonte des glaciers influence quel type de courant? Peut-être que ton premier réflexe est de me parler des courants de profondeur, parce que tu te dis, elle vient de parler que les glaciers étaient faits d'eau douce et que ça génère une rotation au niveau du courant de profondeur, parce que le courant de profondeur a une relation avec les densités d'eau. Par contre, il ne faut pas oublier que la réponse sera que les deux types de courants vont être affectés. Et la raison, c'est justement une question de la boucle thermohaline, parce que les courants de profondeur et les courants de surface sont constamment en relation. Donc, ce serait faux de dire qu'un n'a pas un impact sur l'autre. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une excellente fin de journée.